a fait une étude. Quelle est la meilleure destination pour pouvoir faire la chaîne de valeur? Et c'est quel pays? Eh bien, de cette étude, il a été démontré que c'était la RDC sur le coût, sur un ensemble de choses. Et donc, cette étude a été présentée au forum. Et donc, faisant de la RDC une destination. Alors, ABZ, pour ceux qui connaissent les mines, dit que c'est un contrat de concession. C'est-à-dire que l'État vient vous dit, c'est moi le propriétaire. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la technicité, je voudrais développer. Il est venu basé sur le principe du premier venu, du premier servi. C'est écrit dans le code minier et on ne prend pas les gens à leur couleur, à leur logique de pays. Le principe qui est établi et qui coulait plus tard dans l'article 34, c'est que c'est le premier venu. Donc c'est une joint venture. On vient dans une aventure d'investissement qui peut marcher et qui ne peut pas marcher. Mais lorsque ça marche, ne venez pas me dire que non, je suis mauvais parce que je t'ai montré que ce projet, il est brillant et que je veux associer pour moi. Et que, preuve à l'appui, bien avant toutes ces discussions qu'il y a aujourd'hui au pays, preuve à l'appui, ces déclarations, ces offres ont été soumises au gouvernement. Donc, offre technique, offre financière. Offre technique, plus important, ça implique quoi? Mais le développement des infrastructures, je le répète, aéroport, route, la centrale de Pianamon. Et donc, plus tard, je vais en arriver maintenant au dernier point sur la situation. Au terme où nous sommes aujourd'hui, l'étude de faisabilité avait été présentée. Les avis décisoires, c'est pas la ministre qui prend la décision, l'article 71 le dit, les avis décisoires, avis favorable cadastral, avis favorable technique, avis de conformité avaient été donnés, plaçant la ministre dans l'obligation d'appliquer l'article 71. Et donc, on se trouve aujourd'hui avec un permis d'exploitation, lequel permis va nous permettre de pouvoir... Alors, une autre condition du partenariat a été respectée, 500 millions de dollars disponibles pour pouvoir commencer le projet. 500 millions de dollars. Est-ce que c'est une histoire que nous racontons? Je veux vous narrer une petite histoire, c'est que lorsqu'on avait déposé toutes ces offres-là, le gouvernement, à un moment, avait questionné, est-ce que ABZ possède de l'argent? Est-ce que vous avez des financements pour pouvoir démarrer le projet? Il va nommer des experts. Le rapport existe, documenté. Il va nommer une délégation d'experts qui est allée à la rencontre des financiers de l'Inde, etc., qui sont impliqués dans le projet ABZ. Ils ont parlé, ils sont revenus, ils ont soumis le rapport au film pour dire nous donnons notre avis favorable, nous avons entendu, nous avons fait notre due diligence, ils ont les moyens pour pouvoir développer le projet. Et donc cela a été soumis. Notre projet est bloqué au niveau du gouvernement pour les raisons que vous pouvez imaginer. Alors, l'argent est disponible, on a la licence, mais on se trouve maintenant dans une situation où le cadastre minier, en tant qu'un service spécialisé, mais qui n'a pas le droit de pouvoir émettre ses avis de manière a posteriori sur la décision, n'est-ce pas, de la ministre. Sur base de l'article 756, il était question que la cadastre minier puisse nous notifier en ayant 5 jours. En ayant 5 jours. John P. Williams, du cabinet d'Amiral Yara, qui écrivait ces quelques lignes, n'est-ce pas, lors du projet du code, qui insistait sur l'intelligence de ces dispositions. On ne va pas lui donner un jour, on va lui donner 5 jours. Comme ça, ils ont le temps. Alors, de bonne foi, la société d'Alcon va écrire au cadastre minier pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne nous donne l'information, mais nous avons vu dans les médias un permis d'exploitation, etc. Ils vont nous répondre par voie d'huissier, documenté pour dire non, nous prenons le temps de calculer les droits superficiels. Parce qu'effectivement, comme vous le savez, dans les autres secteurs, le ministre prend la décision, il est déjà dans le commerce juridique. Mais ici, exceptionnellement, l'intelligence et la rationalité du code minier avaient prévu le mécanisme du droit superficiel. Et pourquoi est-ce que John P. Williams et les autres avaient intégré le droit superficiel? Il avait imaginé le droit superficiel pour dire que nous sommes face à un pays
indexé sur la corruption. On va donner des moyens au cadastre minier. Et donc, dans la mise en œuvre des droits de supervision à l'époque, c'est que les droits de supervision étaient directement payés au cadastre minier. Et le cadastre minier travaillait les dossiers correctement. Et donc, après, on a eu malheureusement l'ex-ministre Kabolou qui a changé, qui a tout mis pour la DGRA. Ils se sont battus, ils ont mené à récupérer pour avoir maintenant 50%. 50% DGRA, 50% cadastre minier. C'est donc exceptionnellement que le législateur lui avait autorisé, donné la possibilité que lorsque la décision du ministre est prise, il n'est pas notifié directement au titulaire de titre minier, on lui envoie à lui pour deux uniques raisons. Un, il fait le calcul du prorata temporis, c'est-à-dire le temps qui reste à courir, parce que le calcul de droit de superficie c'est sur une année. Mais si c'est 8 mois, si c'est 6 mois, on calcule le prorata, on notifie à la société, et la société a un délai de 30 jours de pouvoir payer. Mais il a aussi un délai important dans les 30 jours. Non seulement payer les droits superficiels, mais il doit donner 10% non diluable à l'État. Voilà pourquoi on lui a donné ça. Pas pour prendre une décision a posteriori, questionner la décision qui a été faite par le cadastre minier. Et malheureusement, le cadastre minier est allé même en public, violant le droit de réserve, n'est-ce pas, de l'agent public, tel que le code de conduite de l'agent public en RDC, et il a émis des avis en public. Nous rappelons que depuis 2021, nous avons une nouvelle loi sur les télécoms qui protège les données personnelles. Donc, l'étude de faisabilité, c'est une donnée personnelle à la société Datcom. Donc, partir sur la place publique, débattre, alors vous êtes un service spécialisé, dont l'article 12 et le décret qui crée les donne les compétences, mais ne donne pas la possibilité. Donc, on va passer plus de 5 jours sans intervention quelconque, et nous avons écrit, on nous dit, donc voilà, nous allons calculer les droits superficiels. Ok, nous attendons, et on réagit encore, mais communiquez-nous les droits superficiels, nous allons payer, parce que nous avons reçu entre-temps du ministère du portefeuille la question. Cela implique, je veux prendre un chiffre très conservatif, 1 million de dollars dans lequel il y a des actionnaires suivants, donc l'État qui doit entrer, vous avez ABC, vous avez combien? Et c'est eux qui perdent. Ce sont les actionnaires qui perdent. Donc ce n'est pas que l'emploi qui devait être déjà créé. Ces milliers d'emplois qui devaient déjà être lancés. Pensez à l'effet boomerang des différentes activités sur le territoire de Mali. Mais pensez également à l'effet de la... Le ministre de l'Industrie nous a pris, nous a accompagnés, etc. Et donc aujourd'hui, l'État congolais aussi perd du partenariat. C'est comme si je suis assis quelque part et je suis l'arbre sur lequel je suis. Et il s'agit de la première licence. Des gens, c'est ABZ qui a fait de sorte que lui puisse avoir le titre, il n'a pas ce titre-là. C'est la société Datcom. Donc c'est une pure perte, n'est-ce pas? On perd par jour, comme nous parlons là, nous sommes en train de perdre. C'est lorsque nous sommes un permis d'exploitation que nous avons l'obligation de négocier un cahier des charges 6 mois après. Comment nous allons pouvoir faire? Comment nous allons pouvoir prendre en charge? Comment nous voulons développer? En plus, les financiers font quoi? Ils commencent à être inquiets. On lance un très mauvais message où les débats entre les actionnaires ne touchent pas aux droits miniers. Et vous avez beaucoup d'exemples. Nous avons la situation à TFF qui est disponible au pouvoir. Il est notifié aujourd'hui. Vous allez voir des dosaires, vous avez des travaux sur la voie ferrée. Que voilà, on a été maudit. On a été maudit parce que nous avons le plus grand gisement. Et voilà que nous passons du temps à pouvoir nous battre. Zimbabwe part. Le Chili décore, l'Argentine, l'Europe, tout le monde est en train de pouvoir bouger. Et aujourd'hui, on crée une législation, je ne sais pas si vous avez suivi, sur les questions de carbone. Donc on veut plus de véhicules, n'est-ce pas, qui n'utilisent pas le diesel. Et au moment où la société vient vous dire, venez avec nous au marché, on lui tire de boulet. Qui a osé proposer pour la première fois à l'État congolais d'entrer dans l'actionnariat? Donc on lui tire de boulet lorsqu'il
on vous dit, nous voulons faire de la transformation. Très peu, comment vous allez faire? Il faut de l'électricité. On dit non, l'argent est disponible pour réhabiliter la centrale de Pierre-Amand. Et le problème commence. On vous dit l'argent est disponible pour développer la mine. Voilà, tel journaliste vient, il raconte, sans avoir l'opportunité, et cependant pour pouvoir empêcher. Le conflit a commencé exactement au moment où la société AVZ a publié l'étude de faisabilité. Nous sommes tous d'accord que personne, n'est-ce pas, ne conteste cette étude de faisabilité. Et l'attraction a été faite, n'est-ce pas, sur le projet et sur la RDC. Et donc, alors que la société AVZ s'était mise d'accord pour pouvoir acheter des actions de l'actionnaire d'Atomi, eh bien, après avoir passé tous les accords, des paiements qui ont été effectués à travers la Robank, lorsque l'étude est sortie, nous voulons pouvoir revoir nos prix, nous estimons. Donc tout le reste qui est raconté, l'élément clé c'est ça. Nous voulons revoir parce que là, vous faites beaucoup d'argent. Mais le raisonnement de la société AVZ sur le montant, AVZ dit non. Vous êtes actionnaire dans AVZ et propriétaire de 40 millions d'actions. Pratique de paiement lorsque les parties se mettent en transaction. Nous avons payé à Cominière, preuve à l'appui. C'est pour ça qu'il doit pouvoir faire des investigations. Non, il n'y a pas eu de paiement. Non. 6 millions de dollars de pas de porte ont été payés. 6 millions de dollars de pas de porte payés. Comptant, preuve à l'appui. Les termes du contrat ont été respectés. Donc, sur cette question, avec Dato, c'est juste une question sur le prix. Tout le reste qu'on veut montrer. Maintenant, revenons au gros poisson. Zijin. Vous êtes tous, n'est-ce pas, les meilleurs dans votre secteur. Et vous faites des investigations. Dans une société, pour pouvoir accéder à des actions, il y a deux mécanismes. Il y a des sociétés qui sont en interne, vous avez des parties qui sont en externe. Alors, quand vous venez, les statuts de la société prévoyaient ce qu'on appelle un droit de préemption. Mais le droit de préemption était accompagné des conditions suivantes. Vous ne me faites pas un email pour me dire que non, j'entends vendre mes actions. Non, c'est depuis 2019. 2019 que la société AVZ avait saisi comme minière pour pouvoir acquérir le plus d'actions afin de réaliser l'obligation faite à l'article 7 du JV qui consiste à lever le plus possible les moyens. Ils sont dit, nous n'allons pas construire seulement la mine, nous allons vers le développement. Et dans tous ces projets, comme il y a réintégré, les rapports d'échange existent. Alors, ils nous envoient un message pour dire nous allons pouvoir. On reprend pour dire non, nous avons l'intention, rappelez-vous que depuis 2019, vous avez eu une assemblée générale et dans cette assemblée générale de Cominière, vous avez autorisé AVZ à discuter avec le ministère du portefeuille pour voir comment, n'est-ce pas, pouvoir acquérir cette part et quels sont les mécanismes maîtres avec l'État congolais. Eh bien, lorsque ça a été fait, voilà comment vous devez faire. Vous ne devez pas simplement envoyer une lettre, mais les statuts disent que vous devez envoyer l'offre écrite, n'est-ce pas, de la société Zijin, pour que nous puissions voir comment nous pouvons contrebalancer. Mais entre-temps, rappelez-vous, ceux qui veulent avoir des preuves, on peut les donner, on avait déjà déposé au gouvernement une offre financière de plus d'une 66 millions de dollars. Donc, ça impliquait entrer en bourse, 166 millions de dollars, entrer dans les sociétés de transformation de lithium, et puis dans la société d'Axcom. Les financiers sont là, faites un calcul, vous voyez le détail. Non seulement on entrait dans cette procédure, même dans la société de développement de la zone économique spéciale, on entrait avec le gouvernement. C'était l'arme fatale, l'arme importante pour pouvoir développer. Et donc, quand ils envoient la lettre, toutes les décisions avaient été prises, avant même le respect, n'est-ce pas, du droit de préemption. La lettre n'était qu'une simple formalité, puisque la lettre n'a jamais été accompagnée, n'est-ce pas, de
n'a jamais été de l'offre technique. Et cette lettre avait été accompagnée à qui? À AVZ Mineral, pas AVZ International qui est l'actionnaire. Donc ils vont se trouver et ils vont approcher encore le gouvernement pour dire non. Posez-vous la question, est-ce que cette décision était-elle passée au Conseil des ministres? Il y a deux personnes qui nous ont en plus appris dans leur présentation, n'est-ce pas, dans les journaux, qu'il y avait eu une session supplémentaire de 5% en faveur d'une société MMCS. Je vous dis qu'au niveau de l'Assemblée générale de la société, il n'y a aucune information. Donc ce sont ces personnes qui nous informent qu'aujourd'hui, puisque MMCS c'est qui? MMCS c'était la société qui à l'époque était sur le site et le gouvernement avait pris la décision qu'elle n'avait pas respecté les termes et conditions de la mise en œuvre de ce projet. Et donc, basé sur la loi 2002 qui imposait qu'on peut perdre la licence pour deux conditions. Première condition, n'est-ce pas, c'est le non-paiement des droits superficiels. Deuxième condition, c'est le non-commencement des travaux. Voilà, c'est de la loi établie et le gouvernement avait pris une décision. Ils sont partis en arbitrage et je ne sais pas par quel mécanisme. Et d'ailleurs, certains ont dit que voilà, il y a eu bradage. Je ne sais pas par quel mécanisme AVZ doit avoir un pouvoir pour entrer, n'est-ce pas, dans la tête des dirigeants de communes pour faire une cession à une société où le gouvernement avait pris une décision. Et nous l'apprenons dans les rues, non pas dans le cadre des organes statutaires. Donc c'est un aveu dangereux et on comprend l'information est venue de qui? Parce que nous-mêmes qui sommes dans ce partenariat, nous ne sommes pas au courant. Donc notre problème c'est le reproche de dire que si vous avez voulu faire une offre écrite qui allait venir dans la société et qui n'allait pas être contrebalancée, parce que nous avions un droit acquis depuis 2019. L'Assemblée générale de Cominière qui nous avait autorisé de pouvoir saisir le ministère du portefeuille n'a été jamais annulé à ce jour. Et donc c'est un droit acquis. Basé sur ce droit-là, nous sommes allés faire une offre spontanée au gouvernement, beaucoup plus importante et intéressante pour le pays. Ce n'est pas une société qui fait de la spéculation qui fait ce genre d'offres. Venez nous asseoir avec nous à la bourse. Faisons de la transformation localement. Appuyons-nous, redéveloppons le territoire de Manono. Et dans le cas des ZCAF, nous sommes dans le corridor de l'Afrique centrale. Imaginez toutes les opportunités. Le positionnement géographique de Manono. De l'autre côté, vers Moba, vous avez la Zambie, vous avez le Burundi, vous avez la Tanzanie. Et plus important, il y a les Tanzaniens qui ont même voulu approcher les gens pour dire mais nous allons réhabiliter la voie ferrée de Kigoma. Venez faire comme Frontier avait fait à l'époque. On met la mine ici et l'usine de l'autre côté. Ah, ils ont refusé. Ce n'est pas les spéculateurs qui prennent déjà des décisions. Ils auraient vendu, il a mis beaucoup d'argent, ils auraient vendu. Nous voulons convaincre le gouvernement, développer, faire de la transformation. Comme fait Denis Safier en Botswana, que les gens viennent ici, non pas pour le spodumène de lithium, mais pour l'hydroxyde de lithium, il y a une valeur économique importante. Et si nous faisons de la transformation, l'ingénierie des Congolais brillants, nous allons en faire ce marché et être au cœur d'un débat où on va aller avec Elon Musk ou n'importe qui pour dire nous allons pouvoir. Elon Musk il est ici, il prend chez Kamoto, il prend pour 6 000 tonnes de cobalt. Donc, c'est ça la vérité. Comme disait Platon, il le rappelait très souvent, n'est-ce pas? Socrate dit, Platon est mon ami, mais la vérité l'est encore davantage, sed magis sed veritas. Quelle est la vérité ici? C'est que nous devons nous dépasser en tant que Congolais. Pour appuyer un projet, la seule chose qu'il faut, c'est être notifié, commencer le développement du projet, construire pendant 24 mois, et voir centrale de Pianamanga être développée et permettre, n'est-ce pas, à des milliers de Congolais de pouvoir avoir accès, n'est-ce pas, à l'emploi. Donc voilà les clarifications qu'on a voulu faire. Et je ne sais pas s'il y a les autres intervenants ont quelque chose à ajouter, notamment.
nous allons passer maintenant à l'étape. Également, je pense que peut-être il y a une vision d'optique. Mais l'image que vous avez là, c'est pas une maison. Tous ceux qui sont dans les mines, ils savent que c'est un remblai. Donc, cela représente actuellement le site de Manono sur le côté Kitokolo. Et ça, ce sont des rejets qui sont assis sur le site. Ce n'est pas une maison, c'est bien les mines. Dans les droits miniers, nous avons les droits miniers, les droits de carrière. Dans les droits miniers, vous avez les grands permis, vous avez les petits permis d'exploitation, et puis vous avez également les permis de rejet. Donc, depuis 2002, nous avons ce genre de choses. Donc, voilà par rapport à ça. Pour rapidement aussi revenir par rapport à M. Georges Kapiamba, je veux vous informer, M. Jonathan, que effectivement, M. Georges Kapiamba m'avait contacté. D'ailleurs, je lui ai envoyé l'invitation aujourd'hui pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Je m'attendais à plus de questions de clarification de votre part parce qu'il m'a informé que vous avez envoyé. Donc, on avait rencontré. Voilà, la société d'Atcom avait rencontré M. Georges Kapiamba dans ses bureaux et a clarifié sur beaucoup de questions. Et non seulement elle a fait ça, elle lui a également demandé qu'il pouvait constituer une équipe des journalistes, des chercheurs, des membres des ONG pour se rendre sur le site afin d'avoir accès à plus de lumière et de clarification. Donc, nous avons répondu qu'il enverrait une équipe de Lubumbashi. Jusqu'à ce jour, j'attends et on attend encore cette équipe de Lubumbashi. Donc, même aujourd'hui, où vous parlez, donc, nous avons prévu de pouvoir prendre une équipe des journalistes qui vont se rendre sur le site parce que nous voulons clarifier une fois pour toutes et que les gens puissent avoir accès aux informations fiables sur le site, sur le gisement. Donc, en ce qui concerne M. Georges Kapiamba, comme je l'ai dit, une réunion dans vos bureaux avec le directeur de DATCOM, on a répondu à ces questions. Une série de questions qu'il a envoyées, on lui a dit qu'on prendrait le temps de pouvoir aller chercher la documentation. Mais est-ce que vous pouvez venir directement sur le site? Oui, mais voilà, une équipe de Lubumbashi va vous contacter jusqu'à ce jour. Même quand on a tenu cette réunion, je lui ai envoyé l'invitation. Et soit dit en passant pour M. Hervé, le cahier des charges, évidemment, des questions sociales, c'est là en fait tout le bémol. En fait, il y a le mythe de l'investisseur qui vient en RDC et qui vient profiter, n'est-ce pas, des rentes et, n'est-ce pas, de nos mines, etc. Et très souvent, c'est comme ces questions des bantous, où dès que vous êtes dans une salle de classe, vous êtes un endroit, on vous dit non, cette dame elle est sorcière, personne ne va même oser vérifier. Tout le monde vide la salle et personne ne va prendre le temps de pouvoir vérifier. C'est ça le problème que les autres sur lesquels ils sont allés jouer. Donc, quand on vous dit que vous êtes un titulaire de titres miniers, je pense que des experts comme DG Yves Kabono ne dira jamais une chose comme ça. Il est dans les mines, ça fait des années. Un autre expert ne dira jamais ça. Tous ces calculs, tous les financiers. Donc, on a voulu donner une mauvaise impression de ABZ en disant, voilà, ABZ possède un permis de recherche. ABZ ne possède pas de permis de recherche, il est juste actionnaire majorité dans DATCOM. C'est DATCOM qui possède le permis de recherche. Sous le permis de recherche, puisque le permis de recherche ou les recherches peuvent découler à la fin de 5 ans à ne rien avoir, donc on n'engage pas, n'est-ce pas, sur les questions de responsabilité sociale. Maintenant, revenir à cette question, il y a une nuance que nous faisons sur le corporate social responsibility, dont la responsabilité sociale et la responsabilité sociétale telle que prévue par le Code minier. La responsabilité sociale ici, c'est une libéralité au niveau d'un board. Donc, un conseil d'administration peut décider de faire un retour sur la communauté. C'est vraiment du ci et ça.
Et ils sont organisés, ils ont des bureaux, des experts qui s'occupent de ça. Et c'est comme ça que nous avons dit, dans le cadre justement de cette responsabilité, non pas sociétale, mais sociale, donc une libéralité du conseil d'administration de la RDZ, ils ont initié, n'est-ce pas, des travaux pour déminer la zone. On a appuyé, on ne fait pas beaucoup de bruit, mais on a appuyé la communauté de Manono. On a pendant une année utilisé plus de 500, le code minier n'aime pas trop cette question de trésor, donc on les a utilisés avec un paiement journalier pour leur permettre d'avoir un petit quotidien et donc de travailler sur ce projet. Maintenant, si vous devez revenir maintenant dans les termes de la loi, le cahier des charges, le code minier prévoit que le cahier des charges est mis en œuvre dans sa procédure si nous sommes notifiés. Si nous sommes notifiés, la mécanique qui se met en place, c'est que nous devons maintenant entamer des discussions, mais d'abord nous devons obtenir ce qu'on appelle un certificat d'exploitation qui est obtenu après paiement de droits superficiels, après avoir transmis 10% à l'État congolais et après avoir eu le certificat de commencement des travaux. Donc il y a toute une mécanique et des préalables. Quand on les a obtenus, vous allez faire quoi? Vous allez entamer des discussions avec la communauté locale. Ça va passer par le gouverneur qui va donner son quitus et vous le ramenez vers le cadastre minier qui va s'assurer qu'il y a quitus, n'est-ce pas? Mais comme vous le savez, la ministre des Mines, des Affaires sociales ont d'ailleurs entamé une série, n'est-ce pas, de discussions sur la question du cahier des charges et ce qui restait à être mis en œuvre, notamment comment ça s'organise, ça va aller où, etc. Et des décrets ont été émis et des comités sont en train d'être mis en place. Mais vous devez vous rappeler que le code minier n'a pas laissé à l'écart, n'est-ce pas, les communautés locales. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle les royalties en anglais, donc la redevance minière, dont la quantité de répartition, déjà dans le code de 2002, prévoyait. Et il était indiqué dans le texte, c'est pour le développement des infrastructures, la prise en charge de la communauté locale. Mais en plus, dans la réforme de 2018, on a invité la question du cahier des charges. Les 0,3% à l'époque, au cabinet où j'étais avant, nous avions introduit ça chez TF1. Dans les conseils qu'on leur donnait. Ce n'est qu'une application d'une expérience de TF1 que la société civile a introduit. Donc, il y a un deuxième. Maintenant, le développement des infrastructures, ces grandes infrastructures, je ne pense pas que la route, réhabiliter la voie ferrée, qui est le moins cher, je ne pense pas que ces infrastructures-là ne vont pas servir la population de Manono, parce qu'il faut faire du commerce intransféré. Rappelez-vous, je vous ai dit, quand vous arrivez à Kalemi, vous pouvez voir des sucrés ou des boissons qui viennent de Burundi, qui viennent d'autres pays. Donc c'est une région avec le lac Tanganyika, etc. Donc développer des infrastructures est profitable, parce que ces infrastructures n'appartiennent pas à ABZ ou à DATCO. Ces infrastructures, on dit au terme du projet, vont appartenir à l'État. Nous sommes dans le partenariat public-privé. C'est un service que l'État doit faire, mais un privé dit, je veux les financer contre ceci, et puis voilà, ça reste là. Donc ça profite à la communauté de Manono, parce que désormais, ils sauront pouvoir sortir leurs produits, ils vont pouvoir avoir une qualité de vie en termes de développement social. Pensez au real estate. Pour un brillant real il arrive à Manono, il dit ok, je mets des hôtels 5 stars, etc. à Boba, et des jeunes vont quitter, Erina que je mets à Boba, des gens vont quitter. On n'a pas d'Erina, on n'a pas de salle de réunion, vous mettez Kofomeli là-bas, et des jeunes viennent de Burundi, de Tanzanie. Ils viennent dans un mixed use, dans le développement où vous avez à la fois un mall ou d'autres activités, etc. Donc ça profite de manière tout à fait intéressante à la communauté. Et c'est pour la première fois qu'on intègre dans un projet minier à la fois un développement en termes de partenariat public-privé, centrales hydroélectriques, unité de traitement d'eau, etc. Mais également une zone économique spéciale très attractive pour un sous-traitant. J'ai un contrat avec Datcom, je suis sous-traitant et on me met dans la zone économique spéciale. Donc j'ai 10 ans, n'est-ce pas,
de ne pas pouvoir payer un ensemble d'impôts, etc. Donc, c'est un très grand bénéfice. Donc, ce qui crée quoi? Ça crée un développement à long terme qui va faire que la ville se développe, les constructions se font. Et aux dernières nouvelles, après le départ lors des pillages, il y avait plus de 300 000 personnes. Et aujourd'hui, c'est moins de 100 000 personnes. Donc, le projet va vraiment aider la communauté et la question de cahier des charges va pouvoir venir à son temps, comme je vais expliquer. Je vais rapidement passer sur les deux questions, après les autres vont pouvoir intervenir. M. Liévin nous a dit qu'il reprend qu'il y ait eu prise en otage par AVZ. En pratique de société, j'ai eu une violence de l'abstraction à pouvoir comprendre ce que vous avez voulu dire. Je n'ai toujours pas compris, mais je vais essayer de répondre. C'est que les termes entre parties, dans ce genre de financement, ces termes dans revisiter tout l'ensemble des contrats, c'est eux qui ont prévu ces termes dans le contrat. Ils ont prévu la possibilité, et AVZ n'a jamais écrit ce JV-là. Ils avaient prévu les mécanismes tels que celui qui vient financer le projet, celui qui vient faire des activités, voilà le nombre de partenaires que vous allez avoir dans le partenariat. C'est écrit noir sur blanc. Tout ce que AVZ fait, il fait une application. Alors quand vous êtes pris en otage, savez-vous que dans le conseil d'administration, le DG de la Cominière est membre du conseil d'administration? Savez-vous que 2 personnes nommées par le conseil d'administration sont membres du conseil d'administration? Des rapports produits, déposés au tribunal de commerce prouvent qu'ils ont pris des décisions, soit liées à l'étude de faisabilité, soit liées au développement du projet, ou soit à d'autres mécanismes de financement. Donc il n'y a pas prise prise d'otage. La notion de la majorité, elle ne doit pas être comprise dans le sens de faire du mal, c'est qu'on lui a donné un mandat. C'est un projet de 5 ans, vous nous faites des recherches, 3 ans avant même la fin de 5 ans, on présente les travaux de recherche qui ont été effectués. Plus important encore, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi, Cominière avait envoyé quelqu'un, un géologue, qui était présent à chaque prise des échantillons. Et tous les travaux de forage, ce représentant de Cominière était présent. Des notes, des minutes, des procès, etc., les procès verbaux existent pour pouvoir prouver cela. Encore une fois, maintenant, pour venir au concept de bradage, j'ai entendu ça la dernière fois lorsque M. Georges Kapiamba faisait son intervention. Encore une fois, le premier qui a utilisé le concept de bradage, c'est l'IGF. L'IGF, une institution présidentielle connue, respectable, a fait un audit au niveau du projet DATCOM, il a fait un audit au niveau de AVZ et l'IGF a blanchi AVZ. Deuxième élément du rapport de l'IGF, l'IGF a établi que la cession à Zindine avait été irrégulière. Elle aurait dû être à la hauteur de ce que AVZ donnait, plus de 160 millions de $. Et voilà pourquoi l'IGF a dit que Cominière avait bradé. Alors dans sa présentation, quelque chose qu'Akim a dit que non, il y a un bradage que AVZ aurait fait. Alors ou soit AVZ est devenu magicien, avec un pouvoir maléfique, qui chaque nuit doit réveiller le directeur général de Cominière pour faire une session de 10% à ZG, de faire de 15% à ZG et de faire une session de 5%. Alors que la pratique trop traditionnelle, c'est qu'avant, il y avait une période de blocage qui voulait qu'il fallait d'abord déposer l'étude de faisabilité. Même l'État attendait, l'État qui a en fait des droits sacro-saints, attendait qu'on dépose l'étude de faisabilité, ça finit, et maintenant, il va avoir accès à 10%. Donc, encore une fois, vous et l'autre journaliste que nous avons, vous êtes les seuls à nous informer qu'il y a une session de 5%. Nous ne sommes pas au courant dans la société. Et DATCOM n'est pas au courant.
Ça se passe comme ça ne se passe jamais dans la rue, ça se passe dans le cadre d'un conseil. Est-ce qu'il y a eu un conseil des ministres qui a approuvé cela? Il y a toute une mécanique qui doit pouvoir se passer. Alors, renversez alors votre expression pour savoir qui a bradé les assets de l'État. AVZ n'en possède aucun. Ce n'est qu'un actionnaire et il est dans le projet. Mais celui qui, même dans le cœur des conflits, on apprend qu'il y a cession de 5%. Il y a une section de 15%. Maintenant, allez lire le contrat de cession sur Zidjine. L'État dit j'autorise la cession à Zidjine et il y a une invention totalement alambiquée à l'article 10. À 2, on dit que non, voilà, on fait la cession non pas d'ailleurs du parc social, puisque nous sommes dans une société. On fait la cession des actions à Jinchen. Donc va apparaître, n'est-ce pas, ce que nous appelons un pénitus extranéen complètement étranger. Donc, le gouvernement n'a jamais donné à Jinchen l'autorisation de pouvoir. Et c'est Jinchen qui est venu, ce n'est pas Zidjine. C'est un document dans le domaine public qui indique complètement une contre-vérité. Donc je peux dire que celui qui a fait ça, probablement du droit chinois, il s'est dit, je mets directement Zidjine. Mais c'est deux sociétés juridiques différentes. C'est-à-dire que si je veux que tel me représente, je conclue la transaction avec la société mère, et puis il y a eu toute une autre mécanique qui va permettre à ce qu'ils viennent de l'actionnariat. Donc si c'est Zidjine qui a été fait, alors on n'allait pas voir Jinchen venir là. Donc, à ce jour, on considère tout simplement que les droits de préemption acquis là, sont intacts. Mais l'objectif n'est pas d'aller dans ces conflits. Encore une fois, j'ai insisté, il faut séparer le droit minier, le projet tel qu'il doit être. Aujourd'hui, nous sommes venus pour pouvoir clarifier que le projet dispose à sa disposition de plus de 500 millions de dollars. Et pour revenir à celui qui posait des questions, normalement on avait prévu un investissement initial, des activités d'ancrage, mines, infrastructures, industrie à plus de 545 millions de dollars. Et dans la deuxième phase, donc investissement ultérieur, unité de transformation, on est dans les 715 millions de dollars. On est presque dans les 1 milliard 320. Mais ce qui est très intéressant, parce qu'il faut comprendre le droit boursier, sinon après vous racontez des histoires que non, vous avez d'aller spéculer. Quand on fait des levées de fonds, on fait des levées de fonds. Les financiers sont des gens sérieux. Ce sont des gens sérieux. N'insultez pas l'intelligence des gens de la communauté internationale. On est dans les mines, ça fait plus de 18 ans, on a vu des projets de colonie, etc. On va sur le marché international, vous présentez un projet. Les gens viennent, ils font des due diligence, ils font des enquêtes. Et avant juste le démarrage du projet, le projet était à 4 milliards de dollars. Avant même de commencer. Et ce n'est pas des spéculateurs. Il faut être sérieux quand même. L'équipe dirigeante au niveau de AVZ a des références. Vous avez Kiloport Gold, vous avez Tiger, vous avez tout ça, on peut vous donner leurs identités, vous vérifiez les identités. Le monde, il est petit. Aujourd'hui, c'est impossible de dire non seulement au Congo que vous avez mais pourquoi alors des gens sont allés mettre avant, au niveau de la recherche, avant même de pouvoir lancer le projet, 4 milliards de dollars. Et c'est des gens sérieux. Je ne prends pas des milliards de données à des spéculateurs. Mais arrêtez. Et est-ce qu'on a pensé à la population de Mali? Est-ce qu'on a pensé à la paix? Le rôle de leadership qu'a proposé AVZ à l'État compris dans le marché du lithium, mais lisez Morgan Chase, lisez des statistiques des grandes banques, informez-vous. Vous allez avoir accès à des informations qui vont vous permettre de comprendre. Il ne s'agit ni de la de majorité, il ne s'agit ni d'un bradage. On n'a rien vendu qui appartient à l'État congolais. Non. On s'est battu pour pouvoir lever des fonds qui sont disponibles. On s'est battu pour présenter une idée innovante pour la première fois à l'État congolais. On développe un projet, on construit des infrastructures et l'argent disponible. Mais ces gens nous ont suivis, le gouvernement les a envoyés, les a
interrogez, est-ce que vous connaissez AVZ? Est-ce que Et il y a des gens qui vendent des choses incroyables, ils disent non, AVZ n'a même pas de bureau. Et c'est incroyable, c'est une société listée. Il dit non, c'est dans une boîte. AVZ, puisqu'il a pris une participation de 60%, puisque les charges au sein de la société se repartit à proportion de actions ou de parts que vous avez. Du fait de la cession entre Datomir et AVZ de ces 60%, il s'est fait que l'obligation de réhabiliter le projet, la centrale de Kianamanga, revenait ou incombait à AVZ International. Mais à l'état actuel de notre législation, comme DATCO ne pouvait pas procéder à la réhabilitation de ce projet, puisque je ne puis me permettre de vous rappeler que le domaine des mines exige l'exclusivité et vous ne pouvez pas en même temps faire le mine et l'électricité. C'est ainsi qu'une autre filiale de la société AVZ, du groupe AVZ, s'est occupée, donnant suite aux obligations du JV, à réhabiliter cette centrale qui est une résolution prise par Cominière d'Atomir incombant à AVZ des réhabiliter. Donc en le faisant, je trouve maladroite dans la façon qu'on passe les médias pour dire non, AVZ s'est approprié de façon illégale la centrale de Kianamanga. Certainement qu'ici, il y a des experts en la matière. Encore faudrait-il qu'à l'état actuel, la centrale de Kianamanga revienne légalement à Cominière. Et à l'état actuel, Cominière ne peut pas posséder, entre nous, soit dit, en toute illégalité, ne peut pas posséder la centrale de Kianamanga. Sinon, elle est en pleine violation flagrante, non seulement du code minier, mais aussi de la loi sur l'électricité. Ce qui ne nous semble pas convenable. Voilà pourquoi nous disons qu'effectivement, AVZ, puisqu'on ne peut pas développer le mine sans électricité, si effectivement on veut que le projet de lithium de Manono aboutisse, on doit penser à l'énergie. Donnant suite à cette obligation qui lui incombait, on est en phase. On a fait des demandes en bonne et due forme et en toute légalité. Donc l'allégation selon laquelle AVZ se serait approprié la centrale de Kianamanga est fausse et erronée. Je ne sais pas qui profite cette allégation, pourquoi. Le sachant, puisque certainement les personnes qui l'ont dit sont si sérieuses, connaissent qu'il y a une présomption absolue de la loi. Ils ne peuvent pas ignorer à l'état actuel que Cominière ne peut pas posséder cette centrale. Il ne peut pas être propriétaire. Mais ils sont quand même passés. Pour quel intérêt? Certainement, nous essayons de deviner, de savoir l'honneur des AVZ qui les gêne en quoi? Quitte à vous et moi de tirer toutes les conséquences. Et puisque c'est pas quel autre village, un autre mensonge non vérifié jusqu'à l'état actuel. Moi je ne vais pas aller là-dessus, mais depuis un certain temps, certaines personnes cherchent absolument à associer AVZ à la famille de l'ancien président Joseph Kabila. Aucun membre de la famille de Joseph Kabila n'est actionnaire dans AVZ. Aucun associé d'une des sociétés qui a été citée dans Congo Hold Up n'est actionnaire dans AVZ. Donc il faut vraiment, s'il vous plaît, faire très très attention parce que moi personnellement, j'évolue dans un autre domaine également. Je suis chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement et en matière de manipulation des masses, il suffit simplement des fois de lancer une petite polémique, une petite idée, un petit mensonge et ça fait effet boule de neige. Donc il soit bien clair ici que tout ce que vous entendez dans les réseaux sociaux, les titres que vous voyez sur certaines vidéos disant qu'un nouveau scandale concernant la famille Kabila, c'est faux et archi-faux. Donc il faut qu'il soit bien clair que
la famille de M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC, n'est en aucun cas et d'aucune manière ni actionnaire en AVZ, ni partie prenante au projet dans lequel AVZ est engagé dans l'accord. Que cela soit absolument bien clair. Merci. Alors, madame. L'investisseur congolais dans les mines, l'énergie ainsi que la sous-traitance. Je suis tombé dans les mines par accident il y a à peu près 20 ans. Moi, je suis un financier de marché pur. Donc, mon rôle à moi, c'est de faire exactement ce que Maître Christian expliquait tout à l'heure. J'ai vraiment eu pitié de lui. Comment on fait pour lever les fonds, pour financer les projets et soyons honnêtes, dans un des pays les plus risqués au monde. Alors, avant de faire mon petit commentaire, Maître Christian, j'aimerais vous poser une question, plus de clarification. Ça serait bien si vous pouvez me répondre avant que je reprenne la parole. Jusque maintenant, j'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'on vous reproche en 2 mots simples, comme si j'avais 10 ans. Est-ce que vous pouvez me le redire? Juste au papa. C'est tellement alourdiqué l'histoire que je suis complètement perdu. Oui, et j'ai eu la même difficulté, moi également, de comprendre. Même hier, ils disent que l'étude de faisabilité, elle est fausse, elle n'est pas sérieuse, et donc il faudrait refaire cette étude de faisabilité. Okay. Deuxième point, on dit que l'AVZ, c'est une société qui fait de la spéculation. Bon, j'apprenais en même temps que c'est une des conditions d'accès aux mines en RDC. J'ai cherché la nuit dernière jusqu'à lire tout le code, je ne l'ai pas retrouvé, donc peut-être une page a manqué dans mon code et je vais probablement la retrouver. Donc, ce sont des spéculateurs, ils doivent avoir la taille de ceci ou cela pour pouvoir mériter d'avoir ce projet, ou sinon on leur arrache le projet. Alors on dit aussi également que c'est illégal. Encore une fois, j'ai cherché ce qui était illégal dans la procédure ou dans toute la démarche, mais on dit que c'est cette illégalité qui fait qu'on veut qu'on retire la licence. Alors, il y a 2 débats très alambiqués parce qu'on a lié les deux, et à chaque fois, malheureusement, c'est qu'on présente AVZ, alors que le projet c'est d'ADCOL. Donc, de sorte que ceux qui ne sont pas les initiés disent oui, ce sont des escrocs, des bandits qui viennent au pays et ils ne font qu'aller spéculer sur le marché international. Et donc, l'effet des fonds est bon. Les spéculateurs, par nature, ils disparaissent. Ils viennent, ils lèvent les fonds, il est parti. Bye bye. Ils ne font jamais des études de faisabilité. Ils se limitent à lever les fonds, prendre votre licence, jouer avec, ils partent. Ici, il y a une étude de faisabilité, il y a un programme bien tracé, il y a une levée de fonds. La bourse, l'avantage, c'est que tout est public. Peut-être, je comprends, la difficulté probablement c'est en anglais, mais tout est public, tout doit être publié. Même la conférence qu'on a ici, on doit, dans les règles de l'art, pouvoir publier, dire ok, pourquoi vous êtes parti, quel était l'objectif, etc. Donc voilà sur cette partie-là. Un autre reproche, on dit que non, on gère seul le projet. Aux spécialistes de communication ainsi qu'aux spécialistes de tout ce qui est aux différents activistes, aux personnes qui interviennent dans le secteur plus social. Le narratif de la RDC, c'est à nous de l'établir. Ce n'est pas à des gens assis à New York, en France, en Belgique, à Pékin ou je ne sais pas moi à Tokyo, de nous imposer ce que nous devons dire au niveau de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe chez nous. Nous sommes un pays parmi 198 ou 210, je ne sais pas qu'est-ce que les Nations Unies ont comme répertoire. Nous sommes en compétition, pas par rapport à nous-mêmes, nous sommes en compétition par rapport aux autres pays. Pourquoi est-ce qu'un individu mettra son argent en RDC alors qu'il peut le mettre au Ghana, il peut le mettre à Singapour, il peut le mettre aux États-Unis ou au Japon? Le projet AVZ, tout à l'heure, Maître Christian, malgré qu'on se connaît il y a longtemps, il y a une information, Maître, que vous ne connaissez pas. AVZ, les pegmatites de Kitotolo que moi j'appelais à l'époque,
lorsqu'il a été accordé aux actionnaires actuels, j'ai été parmi les personnes qui ont fait une offre spontanée aussi. Nous étions à 3. Et mon offre a été battue à la régulière jusqu'à mener le projet là où il est aujourd'hui. Ce projet-là est un projet intégrateur. Les mines, chers amis, on ne développe pas un pays avec ça. Les mines, c'est un accélérateur. Un projet comme les pegmatites de Kitotolo, donc AVZ à Manono, vu leur positionnement stratégique, comme Maître l'a dit tout à l'heure, vu la dimension métaux-énergétique par rapport aux solutions accordées au changement climatique, c'est un projet qui mérite notre soutien à nous tous. Pourquoi? À travers un projet pareil, vous pouvez avoir des effets d'entraînement qui développent tout un territoire, toute une province, voire tout un pays, à travers la diversification dans d'autres secteurs. Vous, en tant que personnel de médias, en tant qu'activiste, en tant que personne de la société civile, vous devriez aider l'industrie minière à se développer, non pas en lui donnant le poids fiscal du développement de la RDC. Ça nous fait de plus en plus mal pour pouvoir lever les fonds, dérisquer les actifs que nous avons dans le pays et les amener à être des actifs de taille mondiale où on parle de la RDC comme étant une destination, une juridiction où il est bon investir. Enlevons un tout petit peu de notre tête que le problème, c'est l'investisseur. Chers amis, ça ne l'est pas. Mon métier à moi, c'est de lever les fonds. C'est ce que j'ai fait, ça va faire plus de 20 ans. Il est de plus en plus difficile de lever $1 pour amener en RDC à cause de l'attitude que la société civile, nous avons. La société civile, ça veut dire moi-même aussi, d'accord? Nous devons encourager les gens qui prennent le risque chez nous. Lorsqu'on parle, tout à l'heure, Maître Christian l'a dit, AVZ, côté à la bourse d'Australie, que c'est une petite entreprise, mais le personnel de médias que vous êtes, vous devez commencer à vous informer un peu sur comment est-ce que l'industrie minière, l'industrie pétrolière et l'industrie de l'énergie marchent. Ce sont des industries à forte intensité de capital. Vous ne verrez jamais, et je mets ma main à couper, une entreprise comme BHP, une entreprise comme Newmont, ou une entreprise comme, je vais le dire, Anglo Gold American par exemple, de venir investir dans un pays comme le nôtre, malgré l'amour que nous avons pour le pays, pour prendre des risques d'exploration. Ça ne se fait pas. Normalement, ce rôle est attribué à ce qu'on appelle les juniors. Et AVZ, effectivement, a commencé comme une junior. La junior, ce qu'elle fait, elle prend le titre, c'est ce que nous on appelle dans l'industrie le blue sky. C'est quoi un blue sky? C'est quelqu'un qui vous vend le ciel bleu. Il vous dit, j'ai un titre minier en RDC, sur papier c'est écrit coltan, étain, lithium, etc., etc. Mais est-ce que le gouvernement congolais, est-ce que les investisseurs congolais ont eu le temps d'aller forer à cet endroit pour confirmer les substances minérales qui sont sur le titre? La réponse est non. Donc, il appartient à cette junior-là de lever ce qu'on appelle le capital risque. C'est quoi le capital risque? C'est les centaines de milliers de dollars ou des millions de dollars pour aller mettre dans les forages et confirmer ce qui est écrit sur les titres. Une fois sur 10 000, nous ne trouvons rien. À titre personnel, j'ai levé les fonds il y a 2 ans pour un projet à Kolwezi. Je ne vous dirai pas le montant. Nous avons tout perdu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a trouvé des traces de cuivre, on a trouvé des traces de cobalt, mais arrivé à 17 mètres, il n'y en avait plus. C'est ce que dans notre industrie, on appelle les boulders. Les boulders, c'est quoi? C'est une espèce de roche qui a été bougée à travers des millions et des milliards d'années et qui vous donne, par exemple, la composition d'un métal X, Y, Z sans qu'il y ait continuité. En ce moment-là, si vous prenez une entreprise comme BHP qui va faire la même étude que AVZ fait, et que BHP déclare que je suis allé en RDC, je n'ai rien trouvé, la valeur de cette entreprise va plonger. C'est pour ça que ces entreprises sous-traitent aux juniors. Deuxièmement, on leur répond à eux qu'ils sont en train de spéculer. Chers amis, je prends ma casquette de capitaliste. La spéculation, c'est un métier, ce n'est pas illégal. Moi, je mets $10 chez toi, je n'ai aucune garantie. Mais vous pensez que je vais faire quoi? Je vais mettre ça dans ma poche?
Je vais aller prendre $10 chez quelqu'un d'autre et je fais des revenus là-dessus pour pouvoir combler mon risque. Essayez en tant que personnel de métier de chercher l'information par rapport à cette industrie, encourageant l'investissement. AVZ, à mon avis, tout ce qui est lithium aujourd'hui, c'est un projet structurant. Ça ne sert à rien de commencer à fomenter des petits bouts, de créer des histoires pour faire l'intéressant. Lorsque vous le faites comme ça, à connaissance de cause ou pas, non seulement vous faites mal à l'entreprise, vous faites mal à l'industrie et vous faites mal au pays. Ce pays ici, nous devons inviter le plus d'investisseurs possible. C'est le changement de mentalité que certains d'entre nous sommes en train de prôner. Aux amis qui représentaient le projet AVZ à Kinshasa, ça serait bien à un niveau que vous vous rapprochiez de la Chambre des mines pour que vous ne soyez pas les seuls à vous battre contre tout ce qui est en train de miner le projet. Plus on est nombreux, plus on parle à haute voix, plus on nous écoute. Le pays, nous ne sommes pas en train de le vendre en termes de dilapidation de ressources. Le pays, nous sommes en train de vouloir le vendre en tant que juridiction où il fait bon investir pour créer de l'emploi, créer de la richesse et qu'il y ait des effets d'entraînement pour les autres industries. Une fois de plus, j'insiste, les mines, c'est un accélérateur de développement. Arrêtez de mettre toute la pression sociale, cahier des charges, investir dans les infrastructures, etc., sur la seule industrie que sont les mines. Ce n'est que 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans ce pays. Si nous prenons le taux de rendement interne dont Maître Christian a parlé tout à l'heure, cela veut dire que toute l'industrie se partage 4 milliards de dollars par année. Chers amis, dites-moi, avec 4 milliards de dollars de bénéfices, vous faites quoi exactement? Si nous avons une vision de développement à long terme, nous pouvons utiliser l'industrie minière en vue d'investir dans les autres secteurs. C'est-à-dire quoi? Les secteurs du savoir, c'est-à-dire l'agro-industrie, c'est-à-dire l'industrie du savoir, c'est-à-dire investir par exemple à former de plus en plus des ingénieurs pour que nous puissions adresser le problème à travers un projet multi-industriel. Voilà pour mon intervention, cher maître, et j'espère que vous allez écrire à la Chambre des mines pour qu'on puisse parler aussi pour vous par rapport à ce projet. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Le service national de la RDC, une seconde chance pour les Koulouna. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, est en passe de réussir le plus difficile. La conversion des délinquants juvéniles appelés Koulouna en bâtisseurs de la République. Jean-Pierre Kassongo Kabouik a réalisé des avancées notables à la tête de ce service qu'il occupe depuis juillet 2018. Ce jeune délinquant, presque indomptable dans les rues de Kinshasa, ont finalement été maîtrisés au centre pilote de Kanyama KCC. À ce jour, ils sont endoctrinés et formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour le pays. Au total, 2000 anciens Koulouna devenus aujourd'hui bâtisseurs ont perçu leur premier salaire après une période de 14 mois de formation dans plusieurs domaines, notamment la maçonnerie, la menuiserie et autres. Cette étape a concrétisé la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône une autre méthode plus humaine pour l'encadrement de ce jeune brigand urbain et leur réinsertion sociale. Cela à travers la formation pour servir de main-d'œuvre au profit de la République démocratique du Congo. Dans un long entretien accordé à Eshima Magazine, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik explique le retour 4 ans après de la production agricole à Kanyama KCC. Dans cette interview exclusive, le commandant du service national égrène les réalisations de cette structure qui revient d'une longue léthargie. Il évoque l'expérience des cantines militaires et policières et révèle que son service paramilitaire mettra bientôt ses cantines à la disposition du campus universitaire en faveur des étudiants. Focus, l'équipe Mwakadi fait exploser le compteur. La DGI dépasse 200% des recettes fiscales au mois d'avril 2022, soit le triple réalisé en avril 2021. Une performance historique jamais réalisée au sein de cette régie financière. À lire également, les FARDC progressent de 5 places au monde selon le classement établi par Global Power. Analyse de l'état de siège décrété depuis 1 an dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Découvrez également plusieurs autres sujets à lire dans ce nouveau numéro. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine,
un nouveau standard d'information.